Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. À la minute où l'on fait le choix de concevoir un enfant, eh bien, on s'expose au jugement des autres. Hein? Ah oui, toi, ça a fonctionné après un mois? Mais voyons, pourquoi toi, ça fonctionne pas? Césarienne? Accouchement naturel? Allaitement? Ou biberon? Ah oui, toi, il fait ses nuits? Ah, le mien, il dort pas. Bref, que la progression de notre nourrisson soit positive ou que nous ayons certains défis, tout est prétexte à jugement, conseil, information, commentaire de la part de notre entourage. Mais pourquoi avons-nous, en tant qu'humains, ce besoin de nous comparer, de donner notre avis même lorsque ça ne nous est pas demandé? Est-ce que c'est purement féminin comme comportement? Bref, ce sont des questions que je vais poser aujourd'hui à deux psychoéducatrices qui n'auront certainement pas peur de nous donner leur opinion, Stéphanie Deslauriers et Mélanie Bilodeau, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames. Bonjour Meggy! J'aimerais commencer en force avec une question qui est pas nécessairement facile. Je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais j'aimerais savoir, selon vous, selon votre expérience, d'où vient ce besoin irrépressible pour l'humain de donner son point de vue sur une situation. Hein? Dans ce cas-ci, sur la parentalité, sur la façon dont on élève ou les gens élèvent leurs enfants. D'où vient ce besoin-là de donner notre avis et même parfois donner des conseils lorsque c'est même pas demandé? Bien, je pense que c'est une espèce de... je pense qu'il y a plusieurs types, là, mais mettons que j'y vais avec ma naïveté et mon cœur d'humaine qui voit en l'humain. Je pense qu'il y a ce que j'appelle la bienveillance maladroite. Donc, parfois, souvent, les gens vont donner un conseil non sollicité parce que, moi, je suis passée par là et tiens, si je peux te sauver les erreurs que j'ai faites, voici le conseil que je te donnerais. Ou moi, peut-être que j'aurais aimé recevoir ce conseil-là quand j'étais à ta place, donc voici ce que je te dis ou voici l'opinion que j'ai, même si tu ne me l'as pas demandé, parce que je pense sincèrement que ça pourrait t'aider. Ce que ça a comme effet, parfois, on se sent invalidé, parfois, on sent qu'il y a comme un rapport hiérarchique, puis on se sent infantilisé. Parfois, on se dit, OK, mais moi, je ne suis pas toi. Peut-être que toi, tu aurais eu besoin de ce conseil-là, mais moi, mes besoins sont autres. Donc, ça peut manquer de délicatesse, de considération, d'empathie. Ça peut générer des petites frictions, un inconfort. Et tout ça fait que, mais j'ai envie de croire. Parfois, c'est par bienveillance. J'aime ça. Non, mais oui, effectivement. Je pense pas que c'est toujours vraiment avec un fond de comparaison ou de jalousie, pas du tout. Puis effectivement, on le dit souvent, il n'y a pas de formation pour être parent. On fait avec essai-erreur. Donc oui, si on peut éviter peut-être certaines erreurs aux autres que nous avons nous-mêmes vécues, pourquoi pas. Mais Mélanie, toi, qu'en penses-tu? Mais je pense que, écoute, Steph, t'es tellement naïve. Non, ta chance. Non, mais ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, la plupart sont bien intentionnés, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de très valorisant à partager son expérience. Tu sais, moi, je dis souvent que la parentalité, c'est pas mal un des seul sujet universel qui fait que tout le monde est un petit peu un soi-disant expert. Tu sais, moi, si le plombier vient réparer ma toilette, c'est sûr et certain que je ne vais pas lui donner des conseils. Tu comprends? Parce que je me dis, c'est lui qui a l'expertise. Tandis que la parentalité, quasiment tout le monde a une mini-expertise. Soit que tes parents, soit que tu veux des enfants, alors tu t'es intéressé au sujet, soit que tu as des neveux, des nièces, alors tu penses que tu connais ça un petit peu. Alors, il y a quelque chose de valorisant, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde, de partager son expérience, même s'il n'est pas lui-même parent, parfois, tu sais. Puis, est-ce que ce serait sexiste, peut-être, d'affirmer ou du moins de poser la question, est-ce que c'est un comportement qui est davantage peut-être féminin? Hein? On dit la mère de famille, souvent on parle de notre charge mentale, qu'on en gère beaucoup. Est-ce que
le succès de notre progéniture ou de notre parentalité, puisqu'il semble reposer beaucoup sur l'épaule des femmes, eh bien, ce sont davantage les femmes qui ont tendance à faire ça. J'ai pas l'impression d'entendre mon chum avec ses amis vraiment se donner des conseils. Ils vont s'écouter, mais se conseiller peut-être moins. Est-ce que c'est une opinion ou une observation que vous partagez? Bien, je trouve la question vraiment intéressante, puis je réfléchis au fur et à mesure là, avec vous autres. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus féminin, mais de plus maternel. J'irais plus dans ce sens-là, dans la mesure où, comme tu mentionnais, Maggie, cette espèce de charge mentale-là, où la responsabilité de l'éducation des enfants a longtemps reposé exclusivement sur les femmes. Alors, je pense que oui, les femmes se sentent peut-être plus à l'aise de prodiguer des conseils que certains hommes. Toutefois, il n'en reste pas moins que les hommes, les pères, étaient quand même responsables de la discipline. Hein? Et moi, j'ai constaté quand même beaucoup d'hommes, beaucoup de grands-papas, entre autres, des mononcles Gérard, qui se sont permis de donner des conseils en termes plus de discipline, pas tant en termes de soins, en plus de « faudrait que tu y casses ça, ce comportement-là » ou « voyons donc, laisse-le pas te répondre de même, ça va être quoi quand tu vas avoir 15 ans? » Plus des commentaires de ce genre-là que moi, j'observe dans ma vie personnelle et dans ma pratique aussi. Je sais pas, toi, Stéphanie. Oh mon Dieu, tu as tellement raison. Écoute, moi, je revois ma fille qui a 3 ou 4 mois, donc qui est bébé. On est avec son papa, son grand-père paternel, et ma petite commence à pleurer. Elle a faim, elle veut prendre le sein. On est au restaurant, on est en train de payer, on vient pour s'en aller. Fait qu'on dit, bon, on va attendre d'arriver dans l'auto. Et mon beau-père qui est comme c'est correct, laisse-la pleurer, ça fait ses poumons. Puis non, elle a 3 mois, là. Elle a faim, elle est en détresse, puis c'est ma job de la nourrir. Mais là, bon, c'est sûr qu'on parle d'un homme de plus de 80 ans. C'est ça. Une autre Chaque génération, exact, a ses croyances et ses habitudes aussi et leur propre expérience. Hein? Vous parliez de discipline, j'avoue qu'à l'époque, souvent l'homme était figure « attends pas que ton père arrive ». Exact, va attendre ton père à sa galerie. Oui, exactement. Mais puis, justement... Tu sais quoi, Maggie? Quand tu posais ta question, je me questionnais parce que je me disais, bon, dans l'optique où là, on ne prend pas les gens qui sont nécessairement bien intentionnés, mais parfois ceux qui sont plus mal intentionnés puis qui ont envie d'affirmer leur supériorité au niveau parental vis-à-vis d'un autre, j'essayais de réfléchir, est-ce que c'est plus, si on divise en 2 sexes binaires, c'est-tu plus les femmes, plus les hommes? Et là, je me suis ramenée à des données au niveau, ce qu'on pourrait appeler souvent au niveau des violences psychologiques, en fait, donc de vouloir humilier, puis que ça peut être fait de façon très, très, très indirecte, très insidieuse. Et ce que les études nous démontrent, c'est que ce sont des comportements qui sont autant utilisés chez les hommes que chez les femmes. Mm-hmm. Alors, après, fait que je voulais juste... Non, mais c'est très intéressant, ça amène à réflexion aussi, puis l'aspect de façon insidieuse, ça veut dire que peut-être qu'on s'en rend pas compte sur le coup, hein, mais des fois, on entend des commentaires, des choses, puis ça vient se loger quelque part dans notre cerveau. Puis lorsqu'on arrive au moment de faire une intervention, mais ça nous sème un doute hein, à l'intérieur là, sur notre compétence parentale. On est un petit peu ébranlé. Et justement, j'aimerais maintenant vous amener sur le terreau très fertile des réseaux sociaux. Hein? Vous le savez, vous êtes bien présente. Entre autres, Mélanie, tu as une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui te suivent. Et d'ailleurs, je fais partie de ton groupe là, privé sur Facebook, Les Piliers de la petite enfance. Et je me souviens, lorsqu'on fait une demande pour accéder à ton groupe, on reçoit un peu le code d'éthique, le code de vie du groupe, où on demande d'être évidemment respectueux, tout ça. Par contre, les gens doivent évidemment l'accepter là, pour faire partie du groupe. Mais j'ai vu à quelques reprises, je veux pas non plus faire peur aux gens, mais un besoin quand même de modération, hein, de venir rappeler le code de vie, tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que sur Internet, hein, l'espèce d'anonymat que ça nous donne par rapport aux autres, ça exacerbe le besoin des gens de juger et de peut-être pas toujours être bienveillant par rapport à la parentalité? Oh oui! Et puis, Mélanie, je te laisse répondre parce que je le sais aussi, tu sais, Maggie, tu nommes certains commentaires parfois qui nécessitent une certaine modération, mais je le sais parce que je fais aussi partie de ce groupe-là, puis parce que j'en ai déjà parlé à Mélanie, que tu as une communauté assez bienveillante, merci. Oui. Fait que c'est quand même des exceptions, là. Mm-hmm. Oui, absolument, mais c'est vrai qu'il y a parfois certains dérapages.
Et là, on parle ici d'un groupe privé. Alors oui, il y a certains critères pour adhérer au groupe et généralement, les gens me connaissent mes valeurs, savent ce que je propose aussi comme contenu. Alors, c'est évident que si ça ne les rejoint pas, ils ne font pas partie de cette communauté-là. Mais à l'extérieur de ce réseau-là, j'assiste à tout ce qui se passe dans la société, là, tu sais. Alors, Facebook, Instagram, même chose pour toi, Stéphanie. Toi aussi, Maggie, tu le vis via tes réseaux sociaux. Absolument. Là, ça ne fait aucun doute que les gens sont beaucoup plus à l'aise de dire tout ce qu'ils pensent derrière un écran qu'en personne. Et moi, bien souvent, quand je vais reprendre quelqu'un ou quand je vais modérer, c'est beaucoup ce que je vais dire. Est-ce que tu m'aurais dit exactement le même commentaire si j'avais été en face de toi? Alors, prends le temps de réfléchir avant de taper sur ton clavier, hein. Alors, c'est sûr que ça, on pourra en parler longtemps, mais ça amène pour les parents une espèce de phénomène qu'on appelle du mom shaming. Alors, je m'excuse, je ne veux pas mettre les hommes de côté dans tout ça, mais malheureusement, c'est un phénomène qui est beaucoup plus féminin, qu'on appelle le mom shaming. Et je pense qu'il n'y a pas de traduction francophone, française, qui est aussi juste que ça, hein, qui dit tout ce que ça a à dire. Alors oui, je pense que quand on parlait de cette valorisation-là, qu'ont certaines mères d'aller partager leur expérience, mais de façon parfois un peu jugeante, culpabilisante, à dire, ben tu devrais pas faire ça comme ça, plutôt que d'accueillir l'autre, à dire, mais comment toi tu vis ça? Est-ce que tu as envie que je te propose une autre stratégie? C'est ce qu'on vit dans le mom shaming, hein. C'est très, très jugeant, c'est très violent parfois. Et oui, je dois modérer, j'assiste à des dérapages où il y a de la violence verbale qui n'est pas nécessairement volontaire. Je pense que souvent, les gens sont émotifs aussi. Alors, quand on parle de parentalité, peu importe le sujet, ça amène nécessairement, ça impacte nos valeurs. Ça va venir nous confronter ou nous confirmer dans certaines affaires. Alors, le mom shaming, c'est ça, hein? C'est quand je suis confrontée par rapport à certaines valeurs puis que je me permets de rentrer vraiment dans l'autre sans aucune censure. Oui, puis ce qui est particulier justement avec les réseaux sociaux, c'est que comme tu n'as pas la réaction de l'autre dans l'instantané, comme tu ne vois pas l'autre, tu ne l'as pas devant toi, tu n'as pas son non-verbal, tu n'as pas la dynamique, l'ambiance, le contexte, souvent ça va être une réponse en différé, c'est une photo fixe, figée. Alors, ça diminue beaucoup notre niveau d'empathie. Puis de compassion envers l'autre. Ceci étant dit, après, fait que peut-être qu'à la base, la personne n'était pas bon. Mon intention ce soir, c'est de mettre je vais aller blesser 10 personnes, par exemple, ce soir. Je pense pas qu'elle s'est nécessairement assise derrière son clavier avec cette idée-là. Mais en même temps, justement, on a tous nos valeurs, certainement, mais également nos barèmes. Moi, je me souviens, surtout à la naissance de ma première, on a eu des discussions avec mon chum, justement, par rapport à plusieurs sujets. L'allaitement, le sommeil, sa vision. Est-ce que lui, justement, bon, à l'époque, il y avait le fameux 5-10-15. Qu'est-ce qu'il pensait de tout ça? Le cododo. Bon, ce sont des discussions que nous avons eues en couple, en privé. On a établi notre stratégie à nous, c'est une chose. Mais une fois qu'elle est décidée, clairement, lorsqu'elle est publique, elle devient sujette à commentaires, conseils et inévitablement à jugement. Mais quoi faire comme parent lorsque on a établi notre stratégie à deux? Bon, des fois, ça fonctionne, des journées, ça fonctionne moins bien, et que l'on reçoit des commentaires qui se veulent potentiellement bienveillants, mais qui nous blessent. Et parfois, on s'en rend compte, pas nécessairement sur le coup. Hein? C'est dur de répondre du tac au tac comme ça. Des fois, en tout cas, moi, je suis comme ça, j'y repense dans la soirée. Puis là, je revois la personne quelques jours plus tard. Comment on pourrait agir sans justement créer des conflits? Parce que c'était probablement pas ça le but à la base, là. Bien, je pense que c'est important de se questionner justement qui est cette personne-là, versus on vient de parler des réseaux sociaux. Donc, c'est une quasi-inconnue, c'est-tu ma meilleure amie, c'est-tu ma mère, c'est une cousine que je vois 3 fois aux 10 ans. Donc, de voir c'est quoi le niveau de proximité avec la personne, à quel point je me sens à l'aise de lui parler de comment je me sens. Parce qu'à partir du moment où je te nomme comment je me suis sentie, je me montre vulnérable. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer vulnérable à tout le monde, tu comprends? Puis ni dans le même degré, niveau de vulnérabilité. Fait que, par exemple, je ne sais pas moi si c'est notre mère qu'on voit tout le temps, à qui on parle à tous les jours, qui vient nous aider parfois aussi, hein? Lorsque ce sont leurs petits-enfants, ils vont les garder, ils vont nous aider.
Absolument. Fait que, tu sais, autant on peut dire, regarde, je suis super reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi, pour nous, pour ma petite, mes enfants, etc. Ceci étant dit, moi, avec mon ou ma partenaire, on avait établi telle balise. Puis pour nous, c'est super important que les personnes qui prennent soin, ben, appliquent ces mêmes. Tu sais, ça peut être une façon de le dire. Donc, on commence par nommer qu'on est reconnaissant, qu'on apprécie. On nomme objectivement, voici les balises. Puis notre demande, j'aimerais ça ensemble, on respecte ça. Puis je le sais que tu étais bien intentionné. Puis je pense que ça peut être une belle façon. Surtout, on s'assurer qu'on ne soit plus dans l'émotivité parce que c'est là qu'il y a des risques de dérapage aussi. Fait que ça serait peut-être mon conseil. Puis les personnes qu'on voit moins souvent, ben, on peut se questionner aussi. Tu sais, des fois, c'est quoi? On parle souvent de choisir nos batailles dans la parentalité, mais c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie. OK, qu'est-ce que ça va m'apporter de dire à cette personne-là que je vois une fois par année telle chose? Est-ce que ça va me coûter plus en termes d'énergie que ce que ça va me rapporter? Ou est-ce que dans mes valeurs, non, ça va me faire du bien et je vais me sentir en paix? Fait qu'à partir de là, je pense que ça devient une décision personnelle puis ça serait d'être aligné avec mes valeurs. Et accepter de se faire peut-être une petite carapace, comme tu dis, parce que de toute façon, peu importe les gestes qu'on pose dans la vie, on est toujours confronté au jugement des autres. Donc, à un moment donné, se faire une petite carapace, et comme tu dis, quel est mon cercle? Hein? Les gens pour qui j'accepte de me rendre vulnérable et les autres, eh bien, tant pis, parce que d'un autre côté, d'être toujours tourné vers les autres et de vivre les aléas des jugements ou des conseils de tout le monde, est-ce qu'on peut d'ailleurs, Mélanie, se perdre justement dans notre parentalité et ne plus être l'expert de notre enfant si on essaye les conseils d'un puis l'autre sans jamais écouter notre propre instinct? Absolument, absolument. On a tous ce qu'on appelle une sensibilité parentale à différents degrés. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Et la sensibilité parentale, qu'est-ce que c'est, grosso modo? C'est la capacité de me connecter à ce que je ressens à l'intérieur de moi pour pouvoir mieux décoder ensuite mon enfant puis répondre à ses besoins. Quand on se connecte à cette sensibilité-là, on est en cohérence avec nos valeurs, avec ce qu'on a vraiment envie d'être comme parent, ultimement. Alors, quand on écoute les commentaires de Pierre-Jean-Jacques autour, en fait, dans ce cas-ci, ça serait peut-être plus Micheline, Monique et Ginette, il y a fort à parier qu'à un moment donné, on va se déconnecter un peu de cette sensibilité-là parce qu'on va devenir beaucoup trop cartésien. Alors, on tombe dans notre tête, on réfléchit, on analyse, puis on perd de vue réellement ce qu'on ressent puis ce qu'on veut vraiment être pour notre enfant et ce que notre enfant a vraiment besoin. Hein? Tu sais, mon livre s'appelle « Soyez l'expert de votre bébé ». C'est dans cette optique-là. C'est que si tu te connectes à toi-même, là, à l'intérieur de toi, tu penses que ton enfant a besoin de quoi? Tu vas l'avoir, la réponse. Ça se peut que tu te trompes. Ça se peut que tu la trouves pas du premier coup. Ça se peut que tu essaies quelque chose. Tu te dis, mon Dieu, je te pas ça pantoute. C'est tellement pas grave. Mais si tu écoutes les commentaires de tout le monde et que c'est ça les réponses que tu appliques et que tu te trompes, là, tu vas te sentir immensément coupable. Parce que tu vas dire, je ne me suis pas respectée, je ne me suis pas écoutée. Tu as parlé de 5, 10, 15 tantôt, Maggie, je ne parle pas nécessairement sur le sujet, mais c'est un exemple qu'on voit quotidiennement. Des parents qui disent, je l'ai fait, mais je ne voulais pas le faire. C'est pas ça que je chantais à l'intérieur de moi. Et là, les parents s'en veulent, tu sais. Alors, plus on est cohérent avec qui on est, puis ce qu'on a comme valeur, puis ce qu'on veut vraiment être, plus on arrive à l'assumer. Puis l'équipe parent, là, je considère que c'est beaucoup plus important que l'équipe village en soi. Tu sais, ton village est important pour te soutenir, mais c'est là que tu vas faire des choix pour avoir un village qui a, on essaie en tout cas principalement des valeurs similaires aux nôtres. Tu sais, alors, si ta mère a des valeurs très loin des tiennes et n'a pas la même vision de la parentalité et ne fait que te gruger ton énergie et est toxique pour toi, ben peut-être qu'elle ne devrait pas faire partie de ton village proximal. Tu sais. Elle va rester dans ta vie, mais on fait des choix aussi comme parents. Puis c'est pas évident, là. Je sais que je dis ça, qu'il y a des parents qui vont dire, oui, c'est parce que là, moi, j'habite justement dans le bas du fleuve comme toi, Maggie, puis j'en ai pas de réseau, puis il y a juste ma mère ou ma belle-mère qui peut m'aider. Bien, il va falloir s'affirmer. Ça, c'est la deuxième étape, comme le disait Stéphanie, de nommer nos besoins, de nommer notre ressenti. Ça, c'est important. Il faut se respecter dans tout ça. Oui. Et ça ramène encore, je pense, l'importance dans notre équipe parents de s'entendre, parce qu'on arrive chacun avec notre bagage, donc il faut s'entendre. Mais j'aimerais vous entendre maintenant à l'inverse. Nous avons justement chacune, nous trois, nos valeurs. Il y a des choses
qu'on a mis en place avec nos enfants, qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses peut-être pour lesquelles on est moins à l'aise ou moins d'accord, des sujets qui viennent nous chercher. Qu'est-ce qu'on fait si justement on voit quelqu'un dans notre entourage ou autre qui fait quelque chose avec son enfant et oh là 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 là, c'est pas dans nos valeurs. Je parle pas ici de quelque chose qui viendrait mettre en danger la survie de l'enfant, là. Je parle plutôt dans sa façon de faire ou dans les politiques qu'il a choisi d'appliquer, peu importe. On se garde une petite gêne, on se tempère, on se je choisis le silence. Comme ta gueule. Ce n'est pas de tes affaires. Could you mind your own business? C'est pas de tes affaires. Absolument. Tu sais, Stéphanie et moi, on travaille là-dedans, là, on s'entend. Jamais j'aimais mon opinion sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, à moins qu'on me le demande. Si vraiment je sens que la sécurité, le développement est compromis ou que je sens que le parent est incohérent avec ses propres valeurs, tu sais, il fait quelque chose, mais je le sens mal à l'aise là-dedans. Tu sais, je dis le parent, dans ce cas-ci, ça serait un ami, là, on parle de notre vie personnelle, mais c'est sûr que je vais demander à mon ami, es-tu à l'aise dans ce que tu fais? Je te sens pas bien, tu sais. Plutôt que de dire, ben voyons donc, fais pas ça de même, tu sais. Jamais, mêle-toi de tes affaires. Ben puis tu sais, Mel, ce que tu nommes, c'est ça l'amitié, tu sais, de dire je t'aime assez pour me taire quand c'est le temps, puis pour te nommer les affaires, mais pour ton bien-être. Donc, hey, je me trompe-tu? Ou, tu sais, moi, je te connais là, depuis qu'on a 5 ans, là, puis il me semble que là, je te sens pas à l'aise dans telle affaire. Ou... Ça, c'est une autre chose. Puis, tu sais, moi, je le vis. J'ai des amis que je me suis faites, les mamans des quelques enfants qui sont dans le groupe de ma fille au CPE. On va jouer au parc après et tout ça. On a toutes nos façons d'être mères, parce que, bon, dans ce cas-ci, on est des femmes. On a tout notre vécu, on a tout notre bagage, nos bébites aussi. Puis, on se respecte là-dedans. Fait que non, jamais je n'en passe de commentaires. Puis, je ne suis pas la psychoéducatrice je suis l'amie de. Puis, comme amie, ben, je prône le respect puis la considération. Puis là, je ferme ma gueule quand on ne m'a pas demandé de me l'ouvrir. mais j'aime quand même beaucoup votre idée. Si vraiment on connaît la personne, on connaît notre ami, puis on sent un certain désarroi, d'ouvrir quand même, de poser la question et écoutons la réponse. On verra si la personne dit « Ah oui, j'aurais tellement besoin d'aide, mon Dieu, que je ne sais pas quoi faire. » Ben, on décidera si nous, on peut partager notre expérience ou peut-être la référer vers des professionnels également. Mais c'est ça, ouvrons la discussion et attendons. Et en terminant, là, rapidement, selon vos observations, est-ce que tous les messages de bienveillance, de non-jugement, d'acceptation de soi qu'on envoie, hein, on le sent beaucoup là, depuis le MeToo, on essaie d'être davantage dans l'acceptation, dans l'ouverture. Selon vous, est-ce que ça commence à porter ses fruits? Bien, c'est une bonne question. Moi, je le sais que, tu sais, on parlait, puis là, je pense beaucoup aux réseaux sociaux parce que ça fait 2 ans qu'on est en pandémie puis qu'on ne voit pas grand monde, mais je sais que pour ma part, j'ai fait beaucoup de ménage dans les comptes que je suis, donc je me suis créé un fil d'actualité tellement doux et bienveillant, sauf que je le sais que ce n'est pas représentatif de tout. C'est représentatif de mes choix et de mon algorithme à moi. Donc, ça peut me laisser miroiter une fausse image que oui, on est dans la douceur, la bienveillance, l'acceptation, la diversité, etc., etc. Parce que ce sont les valeurs auxquelles je crois et les comptes et les personnes de qui je m'entoure. Peut-être que Mélanie sera mieux placée que moi pour parler de at large, elle qui continue de voir beaucoup de familles et qui a une plus grande communauté aussi sur les internets. Bien, Stéphanie, je vais dans le même sens que toi. Moi aussi, je me rends compte que j'ai préservé dans les dernières années une certaine naïveté. Tu vois, moi aussi, j'en ai un petit côté naïf. Moi aussi, mon fil d'actualité, il est beau, il est doux. Alors, des fois, je perds de vue ce que c'est le vrai monde. Et quand je me fais identifier dans d'autres groupes, d'autres publications, ou je me fais partager des trucs, je me rends compte que finalement, ce que j'ai dans mon fil d'actualité, c'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire que c'est un infime pourcentage de la population. Ceci dit, est-ce qu'on assiste à plus de bienveillance dans les pratiques parentales? Est-ce que les parents sont plus au fait de l'importance d'accompagner, par exemple, les émotions de l'enfant, d'être plus empathique? Je pense que oui. Je le constate beaucoup plus dans ma pratique. Ça fait une dizaine d'années là, que je prône publiquement
le message de la parentalité positive. Puis je commence honnêtement à voir des réflexions différentes chez les parents qui arrivent en consultation. Les parents sont beaucoup plus informés, sont beaucoup moins assis sur les vieilles mentalités de vouloir casser des comportements. Mais c'est encore là, on s'entend, là, on en a pour une génération là, à changer les mentalités. Mais moi, je crois, peut-être que c'est ma naïveté, mais je crois qu'à tous les 10 ans, on assiste à une espèce de revirement de la société, peu importe le sujet. Alors, tu sais, si on repense, entre autres, quand moi, j'ai eu ma première fille, elle a maintenant 17 ans, il y a des choses qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, on se dirait, ben voyons donc, je peux pas croire qu'il fallait dire ça, tu sais. Maintenant, ça fait beaucoup de sens. Tu sais, à une certaine époque, moi, je m'assoyais entre mon père et mon oncle là, dans la voiture, là, pas attaché, tu sais. Puis aujourd'hui, les choses évoluent. Voyons donc, tu sais. Alors, c'est ça, les choses évoluent, mais ça évolue à petits pas. Alors, il faut continuer d'y croire, il faut continuer de véhiculer le message, puis progressivement, ben, on récolte. Ce que j'en retiens, du moins, c'est quand même, hein, à force d'en parler, un message à la fois, une publication à la fois, eh bien, ça portera ses fruits, peut-être pas demain, mais dans les mois ou les années à venir. Et maman, papa qui nous écoutez, remplissez votre fil de bienveillance, choisissez les gens de qui vous vous entourez, choisissez les publications, les comptes ou autres que vous suivez. Ça vous aidera justement à cultiver un petit peu plus de positif et de retrouver des gens qui vous ressemblent, de vous sentir compris, je pense, dans votre parentalité et inévitablement moins jugé. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur, aujourd'hui, je vous présente un vrai gros coup de cœur. Une mère, une femme qui n'hésite pas à nous partager ses bons coups, mais également ses situations plus difficiles, celles que certains catégoriseraient même de tabous via ses billets de blog. On parle aujourd'hui avec l'emmerdeuse Catherine. Bonjour. Allô. Catherine, dis-nous, d'où t'es venue cette idée justement d'écrire, de nous partager comme ça ton quotidien? Mais en fait, moi, écrire, c'est un besoin que j'ai depuis que je suis toute petite, que ce soit dans des journaux, au journal de l'école, j'ai toujours écrit. C'est une façon pour moi vraiment d'extérioriser ce que je ressens. Après ça, de l'analyser en me relisant ou pas. Des fois, je me relis pas du tout. Mais quand je suis devenue maman, c'est un besoin qui a refait surface vraiment à grande puissance. Je lisais certains blogs de maman. Ça commençait, là, c'était pas tant populaire il y a 5 ans et demi. Je me retrouvais, mais pas tant que ça. J'aurais aimé ça écrire pour un autre blog, mais pas tant que ça non plus. Fait que finalement, j'ai décidé, sur un coup de tête, de partir l'emmerdeuse. Et ça a pris quelques semaines avant que j'ai un texte qui est devenu viral, puis ça a commencé comme ça. Fait que vraiment, exactement, tu as eu beaucoup de succès relativement rapidement. Est-ce que tu penses que justement, c'est ton authenticité, ta franchise dans tes textes qui a fait que c'est devenu viral si rapidement? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ben, j'ose croire que oui, parce que ça me fait plaisir de penser ça. Je sais pas. Je le sais pas encore à ce jour, dans le fond. J'ai une super belle communauté engagée. Mais justement, les femmes, on va dire, parce que ce sont majoritairement des femmes, échangent avec toi. On voit souvent aussi beaucoup de commentaires sous tes publications. Mais justement, est-ce que tu as eu peur parfois? Tu abordes des sujets qu'on parle par exemple, de la séparation, d'être mère monoparentale, de la santé mentale, de l'acceptation du corps, de la différence. Tu traites vraiment de beaucoup de sujets. As-tu eu peur toi-même d'être jugée par tes textes? Oui. Encore aujourd'hui, c'est différent, là. C'est sûr qu'après 5 ans et demi, on sait un petit peu plus qu'est-ce qui va peut-être déranger, qu'est-ce qui va moins déranger. Fait que c'est sûr que j'attends d'être dans une période où ça va bien dans ma tête, où je me sens solide parfois pour publier certains textes ou certaines photos. Mais oui, c'est sûr que je suis une personne super sensible. J'ai réussi à me créer une petite carapace, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui viennent encore vraiment me chercher, là. Certains commentaires qui sont plus blessants que d'autres aussi.
Et c'est tout à fait normal. Je pense que dans notre parentalité, même dans notre féminité, dans qui nous sommes, le fait que tu t'exposes comme ça et que les gens peuvent parfois avoir des commentaires, des jugements blessants, honnêtement, je te lève mon chapeau. Je suis pas certaine que j'aurais la force, justement, mentale, émotive pour le faire. Mais as-tu l'impression, tu le dis, ton blog existe depuis 5 ans et demi, qu'il y a de moins en moins, justement, de jugement, qu'il y a de plus en plus d'acceptation? C'est difficile à dire parce que, tu sais, dans le fond, moi, mes enfants ont grandi avec le blog. Donc, quand j'ai commencé le blog, j'avais un petit bébé de 5 mois et un enfant de 4 ans. Fait que les jugements, ça l'évolue en même temps que tes enfants grandissent. Ça l'évolue aussi en même temps que tu prends de l'expérience en tant que maman parce que c'est pas tangible dans le sens que peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui que, bon, elle va me juger ou elle va faire un commentaire, mais je le prendrai même pas personnel, je le prendrai même pas mal parce que mon expérience de maman fait en sorte que, non, là-dessus, tu sais quoi, je me sens solide, puis ce que tu en penses, ça n'a aucune influence, tu sais. Mais puis c'est les problèmes, je dis problèmes, mais les situations changent en même temps que les enfants grandissent. Mais pour ce qui est de l'acceptation du corps, par exemple, ou de la santé mentale, je pense qu'on en entend plus parler. Par exemple, je vois beaucoup plus d'influenceurs ou de micro-influenceurs, par exemple, sur Instagram qui vont aller parler de body positivity et tout ça. Il y en avait quelques-unes il y a quelques années, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Fait qu'on est plus exposé, oui. Est-ce qu'il y a moins de jugement? Je ne sais pas. Oui, c'est dur à dire, hein? Mais as-tu, de ton expérience personnelle, je sais qu'on n'a pas fait une grande étude sur le sujet, là, vraiment, on jase aujourd'hui, mais est-ce que, avec les commentaires que tu as recueillis au fil des ans, tu as certaines réponses quant au fait pourquoi on a besoin tant que ça de se comparer en tant, entre autres, que parents, ou même de juger ou d'écouter l'autre, mais de tout de suite répondre oui, mais moi, chez moi, ça se passe comme ça. Selon toi, ça peut venir d'où ce besoin-là? Je pense que ça part de grandes insécurités. Vraiment, là. Tu sais, souvent, quelque chose que je me rappelle, que je me dis, c'est on a toutes les meilleures intentions du monde pour élever nos enfants, mais il n'y a personne qui détient la vérité absolue, tu sais. Puis, chaque enfant est différent. La même chose que chaque parent est différent. Fait qu'il y en a pas de réponse, tu sais. Puis je pense que de se comparer, ben ça nous conforte un peu en se disant ah ben moi tu vois mon enfant moi il fait pas ça, mais il fait d'autres choses que peut-être que l'autre parent tolérerait pas du tout, tu sais. Je pense qu'on fait tout notre possible avec l'enfant qu'on a, avec notre bagage à nous. Puis se comparer, c'est ça, c'est parce que ça nous conforte à certaines places. Ah ben moi, là, je réussis mieux que ma belle-sœur ou je réussis mieux que mon ami. Mais en même temps, ben, il y a l'autre côté de la médaille, tu sais. Fait qu'on se compare, ah ben moi, mes enfants, hein, ils font pas leur nuit, tu sais. Mais moi, c'est contre mes valeurs, par exemple. Je dis ça, là, je prends ça comme exemple. L'entraînement au sommeil, c'est contre mes valeurs. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on aurait intérêt à se regarder soi, là, tu sais, à vraiment à mettre carte sur la table. Puis si, là, je retombais maman pour la première fois aujourd'hui, là, ben, je serais tellement pas la même maman qu'il y a 10 ans pour mon premier, tu sais. Fait que je pense que la comparaison, c'est vraiment une photo qu'on prend d'un moment donné, d'une personne donnée, un idéal peut-être qu'on aimerait atteindre, mais tu sais, ce que je dis souvent aux gens, c'est pas linéaire. Puis ce serait tellement plate si la vie était linéaire. Tu sais jamais. On est tous les enfants, c'est des petits humains à part entière. Là. Peut-être qu'il s'est levé du mauvais pied ce matin, puis Colin, tu sais. Comme nous, Ben hein? On a des bonnes, on oui. a des moins bonnes journées et c'est tout à fait normal, mais j'aime beaucoup ton idée d'insécurité. Finalement, au lieu de juger ou parfois lorsqu'on veut commenter très rapidement une situation ou comparer, on aurait peut-être avantage à se replier un petit peu sur nous-mêmes et regarder d'où ça part à l'intérieur de nous ou quelle insécurité sur laquelle on pourrait travailler justement pour s'améliorer en tant que parent. Oui. Est-ce que... Oui, vas-y. Je vais juste ajouter, moi, quelque chose que je me répète souvent aussi, c'est
Tu sais, par exemple, quelqu'un va me raconter une situation, puis je vais, dans ma tête, je vais juger ou je vais avoir une opinion sur la situation, mais je me rappelle que la personne ne m'a pas demandé de conseil nécessairement. Tu sais, puis mettons, je vais réutiliser l'exemple de la belle-sœur. Là. Ma belle-sœur, je l'adore, elle le sait. Elle a 2 filles, moi, j'ai 2 gars. C'est pas les mêmes défis parfois. Non. Puis j'ai mon idée, moi. Si j'avais des filles, je les élèverais comme ça, mais j'en ai pas de filles. Fait que là, elle me compte ses affaires, puis je suis super empathique. Puis je me dis, ben, elle m'a pas demandé de conseil. Fait que je peux te dire, ah ben, je sais pas, moi, je vois ça, par exemple, mais je le sais pas, je vis pas ce qu'elle vit. Puis c'est la même chose que ce soit un autre maman de garçon, tu sais, je veux pas dire qu'on est tout seul dans notre bateau parce qu'il y a plein de soutien qu'on peut avoir, mais le spécialiste de notre enfant puis de notre famille, c'est nous. Exact. Donc, finalement, si la personne ne nous demande pas de conseils, peut-être qu'on devrait se garder une petite gêne, ce qui aiderait justement à diminuer un petit peu le jugement parental auquel on est tous confrontés, peu importe qui. Et je pense que c'est pas toujours fait avec méchanceté ou avec... Les gens veulent réellement nous aider en nous donnant des conseils, mais j'avoue, lorsque ce n'est pas demandé par l'autre personne, peut-être qu'on pourrait se garder une petite gêne. Et en terminant, Catherine, j'étais sur ta plateforme là, récemment, il y a moins de nouveaux textes. Est-ce que tu ressens encore le besoin d'écrire? Oui, mais j'ai d'autres projets, dans le fond, d'écriture qui me demandent tout mon petit jus de créativité. Puis aussi, les réseaux sociaux ont changé, en fait. J'essaie de m'adapter. C'est moins la mode, je pense. C'est peut-être plus la mode, les vidéos. Puis moi, les vidéos, ben, pas que ça me rejoint pas, j'en regarde, mais la discussion est beaucoup plus en story, sur Instagram que sur le blog présentement, mais c'est quelque chose qui chemine. Là. J'essaie de voir comment m'adapter. Oui, donc pour suivre quand même ton travail, on peut te suivre là, sur Instagram ou sur Facebook. Tu es encore présente, même si ça se décline peut-être un peu moins par les billets de blog. Et je dois le dire, je suis retournée en lire récemment et ils sont toujours autant d'actualité. Je pense qu'ils sont intemporels, donc rien ne nous empêche non plus de les revisiter. Merci beaucoup, Catherine. Vous appréciez ce balado? N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée, également via YouTube ou sur mes réseaux sociaux, Meggy Bélanger. Merci à nos 2 psychoéducatrices si attachantes, Mélanie Bilodeau et Stéphanie Deslauriers. Également, merci à Catherine qui est à la tête du blog L'Emmerdeuse pour avoir participé au segment Coup de cœur. Sur ce, je vous dis que ensemble, soyons à la hauteur de nos tout-petits.